La menace de blocage, pour l'instant, elle est à Londres. Elle est proférée par Recep Erdogan, c'est pas la CGT. Mais on va y revenir dans une deuxième partie. Ce qui focalise l'attention, c'est une petite phrase, vous le savez, qui a été prononcée il y a quelques semaines par Emmanuel Macron. Elle était chez nos confrères de The Economist. L'OTAN est en état de mort cérébrale. Eh bien, avant la rencontre que le président a eue avec Donald Trump, voici comment réagissait le président américain. It's a tough statement, though, when you make a statement like that. That is a very, very nasty statement to essentially 28, including them, 28 countries. I think that, you have a very high unemployment rate in France. France is not doing well economically at all. Et voici la réplique tout à l'heure de Emmanuel Macron en présence de Donald Trump. I knew that my statements created some reactions, shake a little bit. A lot of people. I do stand by. Alors Mathieu Bock-Côté, vous êtes francophone, mais également spécialiste des conservateurs, j'allais dire des réactionnaires. Alors, vous êtes Trump ou Macron dans cette affaire ? Ni l'un ni l'autre dans les circonstances, bien que je crois qu'Emmanuel Macron dit une chose d'une évidence absolue. C'est-à-dire que l'OTAN a été une alliance qui a été construite, élaborée dans un tout autre contexte, autour d'un tout autre ennemi qui n'est plus. C'était l'alliance des démocraties occidentales devant un ennemi, l'Union soviétique, l'Empire communiste, qui était un ennemi tout à fait réel, contre lequel il fallait s'allier, contre lequel il fallait se mobiliser. Mais cet ennemi est tombé. Et depuis le début des années 90, l'OTAN ne cesse de se chercher de nouvelles raisons d'exister. D'abord, c'était l'idée d'être une forme de police du nouvel ordre mondial, une force d'intervention au nom de la démocratie, l'instrument du droit d'ingérence pour assurer la promotion des droits de l'homme. Ça fait partie de l'empire du politiquement correct que vous il y a des limites à étendre la notion de politiquement correct, mais ce qui est certain, c'est que c'est l'instrument pour certains d'un nouvel ordre, à tout le moins c'est ainsi qu'on le voulait, une force de démocratisation globale. Or, ce qu'on constate, c'est que l'OTAN a difficilement, s'est difficilement refondée. Aujourd'hui, on lui cherche une raison d'être. On constate qu'elle est traversée par des tensions réelles entre des alliés qui n'en sont plus. On le voit notamment avec la question de la Turquie. On voit qu'entre l'Amérique et l'Europe, les tensions sont vives. Donc, à quoi sert l'OTAN? On ne sait plus exactement. Pour votre pays, ça ne sert à rien? C'est différent, c'est-à-dire le Canada est probablement un des pays les moins menacés militairement sur Terre, soyons honnêtes. Et on a la frontière américaine, et le Canada a beau avoir... Pas par la Russie, avec la frontière arctique. Oui, non, mais bien sûr, c'est-à-dire en dernière instance, exister politiquement sur la planète Terre implique d'être menacé d'une manière ou de l'autre. Mais si jamais le Canada était envahi par une armée de Cubains ou de Russes, je crois qu'en dernière instance, l'armée américaine s'en occuperait assez rapidement. Pour ce qui est des Québécois, on s'occuperait du déneigement. Je vous pose la question sur la bataille de l'Arctique, mais bon, apparemment, le Canada a voulu occuper militairement l'Arctique, c'est-à-dire a voulu s'assurer de sa présence militaire dans l'Arctique sans le moindre doute. Mais disons qu'aujourd'hui, les questions militaires ne sont pas celles qui dominent la vie politique canadienne. De votre point de vue, Lucille, sur cette question, vous êtes de quel côté ? Moi, je trouve qu'Emmanuel Macron dit une réalité, mais la question, quand on est président français et membre de l'OTAN, mais d'une certaine manière moins membre de l'OTAN que beaucoup de pays européens, parce que je rappelle que depuis le général de Gaulle, l'appartenance de la France à l'OTAN a pris des formes à géométrie variable et qu'on n'est quand même pas le membre le mieux placé pour dire du mal des autres et de l'institution. La question, c'est quel but poursuit Emmanuel Macron ? Qu'est-ce qu'il souhaite obtenir en faisant de la provocation, en disant quelque chose d'abord d'une manière extrêmement brutale. La mort cérébrale de l'OTAN, c'est pas comme de dire ça fonctionne plus, le contexte général a changé. Ça signifie vous servez plus à rien, qui que vous soyez. Donc, qu'est-ce qu'il poursuit comme but ? Et là, quand on le voit sur votre reportage face à Trump, on comprend d'une certaine manière, comme dirait mon fils, qu'il kiffe le truc. C'est-à-dire qu'il est dans une situation où il dit « je suis l'anti-Trump » et je suis aussi puissant que Trump. Donc, on se demande s'il ne poursuit pas d'abord un objectif qui est, au fond, d'être dans une situation où il défie Trump, plutôt que de vouloir réformer l'OTAN. Réformer l'OTAN, c'est une bonne chose. Défier Trump en permanence, sans que ça ait vraiment de conséquences tangibles, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose. Vous permettrez que je pose la question au gaulliste Dimitri Lignac s'il kiffe justement le défi de Trump, de Macron à Trump. Non, pas trop. Je suis un peu de l'avis de madame. On est dans un jeu de rôle. Oui. Jeu de rôle entre le président américain et le président français pour des tas de raisons. Bon, la réalité, Macron a dit
la mort cérébrale. Trump a donné l'impression que l'Alliance Atlantique était le cadet de ses soucis. Il s'occupe surtout de sa guerre commerciale avec la Chine. Et puis, l'espace Pacifique semble le concerner de plus près. Bon, l'Alliance Atlantique, Mathieu a raison. Pardon, je vous coupe, Denis, mais en tout cas, c'est vrai que ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est que l'OTAN devrait se concentrer, en tout cas, regrouper ses forces pour s'intéresser au cas chinois. Oui, elle a été conçue. C'est l'Alliance Atlantique qui a été conçue, effectivement, pour s'opposer au pacte de Varsovie, pour contrer l'impérialisme soviétique, qui était menaçant. Il n'y a plus d'impérialisme soviétique. Il y a toujours la Russie. Il y a toujours la Russie, qui est une grande puissance avec laquelle on doit avoir des relations stratégiques, mais qui est ni un ennemi pour nous, Français. Un Allemand dirait déjà pas la même chose, et un Polonais encore moins. Attention, il faut bien comprendre. Alors moi, effectivement, on a une alliance maintenant à géométrie variable et avec beaucoup d'ambiguïté qui est intervenue en Proche-Orient avec pas mal d'insuccès, il faut bien le reconnaître. Cependant, moi, je raisonne en tant que Français. Nous n'avons pas la possibilité de protéger notre pays ou d'intervenir sur un sol extérieur sans l'appui américain. Et Chine ou pas Chine, tôt ou tard, les Américains découvriront qu'ils sont des descendants d'Européens, des judéo-chrétiens. Et l'isolationnisme ou le recul par rapport aux vieux frères, aux vieux cousins européens chez les Américains, c'est permanent. Et puis ils reviennent quand même. Donc, moi, je crois quand même que Macron a tort. Que Trump a tort aussi. Je crois que l'Alliance Atlantique doit être repensée en fonction d'ennemis qui ne sont plus tout à fait les mêmes, mais je n'ai pas très envie qu'elle disparaisse. Et le secrétaire général de l'OTAN, qui a été reçu par Macron il y a 2-3 jours, a bien laissé entendre que la sécurité des pays européens en dépendait totalement. Il devrait se taire, Macron ? La question, c'est effectivement ce que disait Lucille, c'est pourquoi dire les choses ? D'un point de vue de l'analyse, on peut tout dire, tout est intéressant et c'est un vrai débat. Et la crise de l'OTAN, de toute façon, tout le monde la constate, elle est là, elle est devant nous, tout le monde l'a constatée. On ne peut pas dire le contraire. Le paradoxe, c'est que pendant des mois et des mois, Trump dit l'OTAN, je m'en fiche, ça ne sert plus à rien, de toute façon, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la Chine. Le jour où Macron dit l'OTAN est mort, Trump dit ah non, il y a l'OTAN. Donc au moins, il aura eu ce résultat, je pense, involontaire et paradoxal, que finalement Trump redécouvre des vertus à l'OTAN, juste au motif que Macron critique l'OTAN. C'est vrai qu'il y a un côté un peu garnement dans une cour de récréation, et on a un peu l'impression que Macron, comme disait Jeanne, il se fait plaisir. Alors bon, il fait le. La question est, tout le monde voit bien qu'on ne sait plus trop à quoi sert l'OTAN. Et que aujourd'hui, mais la question est surtout, est-ce qu'il y a une alternative aujourd'hui à l'OTAN ? Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative à l'OTAN. Et si on peut bâtir une alternative, on ne peut le faire que progressivement avec des partenaires européens. Oui, et donc, si l'objectif de Macron est de bâtir une alternative à l'OTAN, il faut pour ça s'assurer le soutien de partenaires européens. Sinon, il ne pourra pas le faire tout seul. La France ne va pas devenir l'OTAN. Or, en disant ce qu'il dit, aide-t-il les partenaires européens à nous rejoindre ? Je pense que c'est le contraire. Parce que Mme Merkel est furieuse. Elle dit « J'en ai marre de ramasser la porcelaine que tu casses sous prétexte de te faire plaisir en ayant des positions, les positions que tu as. » Évidemment, tous les pays de l'Est, les Polonais, les Baltes, tout ça, sont dans l'Union européenne pour se protéger. On cherche un pacte de Varsovie anti-russe. Les méditerranéens, l'Italie, tout ça, sont quand même finalement assez proches des Américains. Donc, on voit pas bien on voit le raisonnement, on voit pas bien le point d'appui opérationnel de cette affaire. Alors, je voudrais vous poser une autre question qui est connexe à ce sujet-là, qui était la question en fait que je voulais vous poser au départ. Je donne la parole d'abord aux internautes. À l'heure actuelle, l'OTAN ne sert plus à rien, nous dit Vala sur Twitter. Citoyens payeurs, on devrait en effet revenir à la position de De Gaulle vis-à-vis de l'OTAN. Philippe, l'OTAN ne correspond pas aux besoins de l'Europe. Babino, Trump est mal placé pour défendre l'OTAN alors qu'il n'a pas hésité à critiquer l'OTAN dans le passé.
On Il n'a tenu aucun compte de l'OTAN. C'est vrai qu'on dirait qu'il n'est pas le seul, parce qu'il y a quand même, depuis les précédents présidents américains... Deux choses à préciser, mais en 30 secondes. La première chose, De Gaulle n'a jamais menacé de quitter l'Alliance Atlantique. Il a souhaité... Non, pas du tout. Il souhaitait le commandement intégré. C'est pas du tout pareil. Il voulait pas... Bon, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, Trump ne sera pas éternellement l'hôte de la Maison-Blanche. Hein, donc... les démocrates travaillent. Oui, il y a une chose à le dire, c'est-à-dire que les démocrates, parce qu'il y a chez Trump une forme, non pas d'isolationnisme, mais d'unilatéralisme, mais un mélange des deux. Mais la frange démocrate, elle, quand elle croit davantage que l'avenir américain est en Asie, ça, il ne faut pas l'oublier. Et finalement, la frange des élites américaines qui croient encore à ce qu'on appelait la communauté atlantique, c'est-à-dire cette vieille Amérique qui croyait au partenariat entre l'Europe et l'Amérique, parce que partageant la même civilisation, cette frange des élites américaines est aujourd'hui en voie de déclassement politique, disons ça comme ça. Il se peut qu'elle revienne, on peut l'espérer, on doit l'espérer. Mais la conversation atlantique aujourd'hui, dans les élites américaines, c'est pas la première manière de se représenter le destin du pays. C'est vrai, mais reste que l'armée française et l'armée anglaise sont les deux seuls à être capables d'intervenir quelque part au sol, mais avec appui logistique américain. Alors, la seule justification du président Macron, ça serait de dire « Ouais, mais alors il faut une armée européenne, il faut une défense européenne. » Merci de votre galanterie, Denis. Oh, excusez-moi. Allez-y. Ah, pardon. C'est de ma faute. C'était pour rire. Allez-y. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en tout cas, Emmanuel Macron, depuis qu'il est président, poursuit avec beaucoup d'obstination son idée sur la défense européenne. Voilà. Et du coup, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant à regarder, c'est comment est-ce qu'il peut concilier cette idée de défense européenne avec le fait de taper sur l'OTAN, sachant que, comme l'a dit Alexis, au fond, ce sont les partenaires de l'OTAN qui peuvent structurer la défense européenne. On voit que, par exemple, dans l'opération au Mali, la France se plaint d'être isolée, alors même qu'elle souhaiterait, au fond, avoir un soutien des autres Européens. On voit aussi que l'Allemagne pourrait bouger. Je ne sais plus si je l'avais déjà dit sur ce plateau, mais en tout cas, AKK, la ministre de la Défense allemande, a dit que l'Allemagne pouvait devenir une puissance militaire européenne à horizon 2030. Et l'Allemagne a les moyens financiers de s'engager sur la question de la défense européenne. Après, elle doit faire évidemment une évolution profonde. Est-ce qu'elle en a la volonté? En tout cas, la ministre de la Défense a fait là-dessus un discours qui était très puissant. La question, c'est est-ce qu'on a les mêmes ennemis? C'est ça la question. Je pense qu'on a certains ennemis communs, et après, on ne va pas descendre jusqu'au plus petit commun dénominateur. Mais il me semble assez clair que sur la question, pardon pour terminer Mathieu, sur la question de la Turquie, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que d'une certaine façon, les faits donnent raison à Macron sur le fait que l'OTAN aujourd'hui ne fonctionne pas bien. Et je voudrais quand même terminer en disant que c'est gentil, Trump qui maintenant reprend le truc sur l'OTAN, mais c'est la cyclothymie trumpienne qui est dans une bulle et qui fait des tweets. Donc le sujet, c'est qu'il s'en fiche de l'OTAN, il veut juste contrer Macron. Voilà. Donc, Trump, il est quand même parti de Syrie, il a lâché les Kurdes, les Turcs sont allés taper, au mépris absolu des engagements de l'OTAN, sans s'intéresser à ses alliés. Alors maintenant qu'on lui dit que c'est pas bien, il dit que c'est bien. Mais en fait, il ne croit plus du tout à l'OTAN. De toute façon, il ne veut plus mettre d'argent. Alors, il y a d'ailleurs aussi tout ça des questions d'argent. Aujourd'hui, 80% des dépenses militaires de l'OTAN, c'est les Américains. Et donc maintenant, ils s'intéressent à la Chine, ils ont d'autres sujets, ils disent débrouillez-vous. Mais pour se débrouiller, il faut s'entendre. Et pour s'entendre, il ne faut pas s'injurier. Et on a un peu l'impression que Macron passe son temps à faire le mariole. Voilà. Attendez, je voudrais juste, il y a une autre question qui est soulevée, parce que c'est des questions sur lesquelles on revient assez souvent, mais il y a une autre question qui a été soulevée à l'occasion de ce sommet, c'est la place, et qu'on va aborder d'ailleurs dans le Figaro dans les heures à venir, c'est la place de quelqu'un qui justement a critiqué les propos d'Emmanuel Macron. On l'écoute, c'est le président Erdogan. Ne diyor? NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum. NATO'da da söyleyeceğim. Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Alors aujourd'hui, Erdogan veut faire pression sur les pays qui ne reconnaissent pas les Kurdes syriens comme terroristes. On a encore besoin de la Turquie dans l'OTAN, Lucie? Je pense qu'on va dire les choses de manière un peu cynique, on en a besoin parce que par ailleurs on ne souhaite pas l'accueillir dans l'Union européenne. Donc il y a un vrai sujet sur le fait qu'on en a besoin parce qu'il faut avoir la Turquie quelque part avec nous, mais on ne souhaite pas l'intégrer au plus près de nous. Après, la deuxième chose, c'est que
nous ne sommes pas libres de décider, il ne faut pas laisser croire que c'est la France qui peut décider que la Turquie va quitter l'OTAN. C'est-à-dire que là, on revient sur le principe de réalité. Ça, c'est quelque chose qui se décide à plusieurs et sur lequel, évidemment, Trump a un rôle décisionnel. Moi, je crois qu'on a besoin de la Turquie, mais si on utilise le fait qu'elle soit dans l'OTAN pour pouvoir lui dire qu'on n'approuve pas la politique qu'elle mène vis-à-vis des Kurdes. Or, si on ne dit rien et qu'on se laisse insulter par Erdogan, on laisse au fond s'installer l'idée que l'OTAN est une auberge espagnole, où en plus, celui qui insulte le plus fait en fait la pluie et le beau temps. Donc c'est le cas pour Erdogan. Et quelque part, la façon dont Trump insulte également Macron donne le sentiment qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a une détérioration de la relation directe entre les alliés, qui est quelque chose qui ne doit pas être considéré comme normal. Mais justement, la question de la Turquie est assez révélatrice, c'est-à-dire c'était un allié de circonstance dans un autre monde, d'une autre époque. Qui a été très fiable. Ah, mais dans cet autre monde, c'était nécessaire, il y avait des alliances, mais pour le nouveau monde, pour reprendre la formule consacrée dans laquelle nous entrons, la Turquie n'est plus nécessairement un allié. Elle n'appartient pas, on pourrait dire sur le plan de l'histoire de la civilisation européenne, c'est pas une nation européenne au sens fort du terme. Si on veut parler d'une alliance des démocraties, je ne suis pas certain qu'on peut dire que la Turquie se classe bien dans ce qu'on pourrait appeler une alliance des démocraties. C'est compréhensible, une alliance des démocraties. Est-ce que la Turquie en fait vraiment partie? On peut en douter. Donc, la question posée il y a quelques instants, c'est-à-dire quel est l'ennemi aujourd'hui? Il ne s'agit pas de dire le Turc est l'ennemi, mais le fait est que le visage de l'ennemi a changé. L'ennemi, par ailleurs, ne porte plus un seul visage. Pendant longtemps, c'était un affrontement très clair. Il y avait le monde occidental et le monde communiste. Aujourd'hui, les ennemis sont moins absolus, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'abattre l'Union soviétique une fois pour toutes ou d'abattre le capitalisme et c'est terminé. Les ennemis sont plus relatifs, c'est-à-dire les alliances sont plus relatives aussi. Donc, dans les circonstances, reconnaître la distance profonde entre la Turquie et le reste du monde occidental, c'est simplement reconnaître un fait élémentaire. Ce qui est fou, c'est que pendant 20 ans, moi j'ai entendu des gens nous expliquer en France qu'il fallait que l'avenir de la Turquie était en Europe. Et alors les Juppé, les Chirac et les Raffarin, et je ne parle pas de la gauche, la Turquie en Europe, et il faudra un peu de temps, mais on va y arriver, ça n'est qu'une question de temps, on ne va pas transformer l'Europe en club chrétien. On a entendu ça pendant 20 ans. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'ils n'ont aucune place dans l'Europe. La question est, est-ce qu'il faut ou non l'organiser pas dans une alliance militaire. Et là, c'est plus la même chose. Parce qu'une alliance militaire, c'est plus une question d'être, c'est plus une question d'identité, c'est plus une question de est-ce qu'on est pareil, c'est une question est-ce qu'on a besoin les uns des autres, est-ce qu'on a davantage intérêt aujourd'hui à ce qu'on fasse un accord ou reprenons ce que disait Churchill parlant de je ne sais plus quel partenaire politique, est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit dedans et qu'il pisse dehors ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit dehors et qu'il pisse dedans? C'est une pure question d'intérêt. C'est du cynisme, c'est de la réelle politique. Une alliance, ça se fait, ça se défait. Aujourd'hui, il y a 1000 raisons, parce qu'il n'y a pas que les Kurdes, dans les choses qu'on peut reprocher à la Turquie. Il y a le fait d'acheter déjà aussi du matériel russe, du matériel militaire russe, parce qu'il n'y a pas que ça. Le fait de refuser des accords avec de militaires, notamment qui doivent s'occuper de la Pologne. Et puis il y a le chantage aux réfugiés. Ces gens-là nous font chanter. Et donc je crains malheureusement qu'aujourd'hui, on ne soit même pas en état de dire qu'on ne veut plus des Turcs dans l'OTAN. Parce qu'ils nous tiennent, par leur position géographique, entre la Syrie, l'Irak et nous, on est obligé de faire avec. Je pense qu'on ne peut leur faire aucune confiance. Il faut s'en méfier comme de la peste, mais il vaut mieux les avoir aujourd'hui avec nous qu'officiellement contre. Sur la question des réfugiés, Alexis, c'est l'Union européenne elle-même qui a passé un accord avec la Turquie, qu'elle a payé grassement pour lui demander de gérer la question des réfugiés parce qu'elle n'arrivait pas à se mettre d'accord. Donc on ne peut pas rendre la Turquie responsable de nos propres maux. Non, mais qu'en revanche, la Turquie joue avec le robinet en disant si vous n'êtes pas gentil, je vous. Ça c'est clair. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais il faut reconnaître que l'Union européenne s'est mise dans les mains de la Turquie sur cette question des réfugiés d'une manière extrêmement forte. Parce qu'on n'a pas été capable de défendre nos frontières. Et quand même une deuxième chose... On fait défendre nos frontières par des janissaires. Exactement. Et la deuxième chose qu'on peut dire par rapport à ce processus qui a duré 30 ans d'adhésion toujours repoussée de la Turquie à l'Union européenne, on les a humiliés et la Turquie a changé aussi. C'est-à-dire que Erdogan a changé. Erdogan a changé. Erdogan a changé, oui. Puis la configuration générale du monde a changé. Oui, l'ennemi est plus relatif. On l'a bien vu. On a une alliance de laquelle on s'est débarrassé, enfin, à base américaine, s'est débarrassé de Daesh, plus ou moins. Cette alliance comprenait des pays du Golfe qui soutiennent l'islamisme. Bon, l'ennemi dans l'inconscient collectif de tous les Occidentaux, c'est l'islamisme, c'est le terrorisme. Et il n'y en a pas d'autres. Donc il y en a bien. C'est l'ennemi des Polonais, c'est pas les Russes, l'ennemi principal des Polonais. Alors,
Alors, vous avez raison. Pour les Européens de l'Ouest, vous avez raison. Mais voilà pourquoi les Européens de l'Est sont souvent plus proches des Américains que de l'Europe occidentale. Mais pour les Russes, l'islamisme aussi, et l'islam est un sujet. Et pour les Russes, par contre, pour les Russes, le terrorisme est un sujet pour tout le monde aussi. Approuvez-vous les propos d'Emmanuel Macron selon lesquels l'OTAN est en état de mort cérébrale? Oui à 72%, non à 28%. La prochaine fois, on vous fera pronostiquer, ma chère Lucie. J'en étais sûre. Quels sont les succès à mettre au crédit de l'OTAN depuis la chute du mur? C'est ce que se demande Jocasse. Philippe, lui, estime que la défense européenne est non compatible avec les objectifs des pays non membres qui sont dans l'OTAN. On reviendra sur toutes ces questions. En tout cas, vous avez raison de regarder Point de Vue parce que vous êtes peut-être comme moi et vous avez appris que Churchill a fait des citations qui n'étaient pas forcément dans tous les livres d'histoire, mais sur la politique intérieure. Sur la politique. Je sais plus de qui il parlait, mais... On va regarder un autre sujet qui est une autre confrontation, celle qui se profile. Déjà, donc, les dernières infos, si vous n'avez pas suivi en direct, le niveau de mobilisation est supérieur à 2018 et les prévisions de trafic sont très basses. 90% du trafic est annulé à la SNCF. Il sera même inexistant en Bretagne ou en Occitanie. Il faut créer un rapport de force. C'est ce qu'a déclaré ce matin